Mais on pourrait se poser la question, quand on voit que le Conseil constitutionnel vient d'invalider une mesure permettant de placer en rétention un demandeur d'asile, je dis bien un demandeur d'asile, représentant une menace pour l'ordre public en l'absence de procédure d'expulsion. Voilà, c'est la loi sur l'immigration Darmanin, on va en parler. Bonjour Guillaume Mélessa. Bonjour André Berkoff. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes auteur de On marche sur la tête. Oui, ça c'est devenu d'ailleurs, ce n'est même plus une information, c'est devenu une dimension quotidienne. Et comment faire taire le peuple, le référendum impossible aux éditions L'Artilleur. Alors Guillaume Mélessa, dites-nous exactement, qu'est-ce que c'est que cette mesure? De quoi elle est-elle le nom? C'est-à-dire que quand quelqu'un est délinquant, quand il a eu un problème, une menace, on ne le met pas en centre de rétention. C'est quoi? Alors très simple, André, très simple. Ce qui s'est passé, c'est que le Conseil constitutionnel avait retoqué 40%, je dis bien 40% de la loi immigration. Vous savez, la fameuse loi de Gérald Darmanin. Et là, le Conseil achève le travail puisqu'il poursuit son entreprise de démolition de la réforme voulue sur l'immigration. Et là, concrètement, c'est quoi l'entreprise de démolition? C'est que le Conseil estime que une menace, un risque de menace à l'ordre public, ça ne suffit pas pour justifier qu'un demandeur d'asile qu'on prenne une mesure à l'encontre d'un demandeur d'asile. Je précise donc pourquoi est-ce qu'on ne retient pas le risque de menace à l'ordre public, menace à l'ordre public, parce que le Conseil considère qu'il n'y a pas dans la loi, donc dans le code, il n'y a pas de démonstration de l'actualité, de la gravité de la menace. En gros, le terme de menace à l'ordre public est trop général pour que ça justifie la chose. Et deuxièmement, et vous l'avez évoqué à l'instant aussi, le risque de fuite du demandeur d'asile n'est pas non plus suffisant. Le risque de fuite n'est pas non plus suffisant pour le placer en rétention. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on considère que le fait qu'il n'ait pas répondu, qu'il soit présenté pour formuler une demande d'asile dans un délai de 90 jours, d'accord, donc qu'il ne soit pas manifesté pendant 90 jours sur le territoire national, on considère que c'est pas suffisant pour considérer qu'il y a un risque de fuite de sa part. Donc dans les deux cas, menace à l'ordre public ou risque de fuite, ce n'est pas suffisant pour placer un demandeur d'asile en rétention. Ce qui veut dire concrètement que on voulait arrêter la digue, Gérald Darmanin promettait d'être ferme, la loi voulait, contrôler l'immigration, le Conseil constitutionnel continue maintenant désormais à détricoter, à censurer et à démolir l'œuvre du législateur, la loi de Gérald Darmanin et les mesures qui ont été prises ces dernières années pour tenter de contrôler l'immigration. Mais vous voulez dire quelque part, est-ce que c'est une volonté, tout se passe comme si c'était une volonté de détricoter complètement tout ce qui a été fait, tout ce qui a tenté d'être fait en tant que loi ou sur l'immigration, en tant que mesure à prendre? Écoutez, c'est simple, tout le monde est perdant dans cette affaire, tout le monde est perdant. Je m'explique. Premièrement, il y a 1 an et demi, on a discuté de la loi immigration dans des conditions ubuesques, vous vous rappelez, avec les amendements voulus par la droite, l'intervention du Conseil constitutionnel voulue par Emmanuel Macron, Gérald Darmanin qui lui-même disait que certaines dispositions ne seraient pas constitutionnelles. Bref, on avait d'un côté le Parlement qui voulait plein de choses, et ensuite le juge qui a dit « niet de ma part, je censure d'un coup 40% de la loi ». Ça veut dire que les représentants du peuple sont de plus en plus censurés par le Conseil constitutionnel. Ça ne date pas d'hier, mais c'est une confirmation. Deuxièmement, autre problème fondamental, ça veut dire que j'ai eu l'occasion d'en parler, je vous le cache pas, à quelques antennes, chez certains de vos confrères. Il y a 3 mois, Emmanuel Macron a remplacé Laurent Fabius par Richard Ferrand. Et j'ai dit, je n'arrête pas de dire, je me demande qui s'imaginait une seule seconde que le remplacement de Fabius par Ferrand allait changer quoi que ce soit à l'affaire. Et en réalité, le Conseil poursuit exactement l'œuvre de son prédécesseur, qu'il s'appelle Ferrand ou Fabius, ça ne change rien à l'affaire. Le Conseil constitutionnel est pris sous des fourches à la fois idéologiques, juridiques, européenne, tout ce que vous voulez, qui lui empêche techniquement, qui l'empêche de considérer que l'immigration c'est un problème, qu'il faut prendre le problème à bras le corps, qu'il faut admettre des mesures, on va dire un peu plus drastiques, ce qui veut dire qu'on ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'on fait est détricoté par le juge. Donc soit on comprend une bonne fois pour toutes qu'il faut s'attaquer à ce qui constitue aujourd'hui le Conseil constitutionnel,
c'est devenu un législateur dormant, on va dire, des gens qui font le boulot après ceux qui font la loi et qui aujourd'hui empêchent en amont, en aval ou très en aval même de faire le nécessaire. C'est vraiment vous voyez, il y a un contrôle de la loi, mais en fait, ce contrôle de la loi, c'est devenu une interprétation de la loi, voire même une fabrique de la loi faite après ceux qui font la loi. Oui, enfin, Guilhem Benessas, au risque d'être caricatural, mais je ne crois pas l'être, le Conseil constitutionnel constitue un contre-pouvoir par rapport au pouvoir législatif, quelque part. Ah, mais... Oui, André Berkoff, théoriquement, c'est censé l'être, mais vous savez, c'est très simple. Le Conseil constitutionnel, que les auditeurs comprennent bien, et j'ai eu l'occasion, vous l'avez rappelé, de l'expliquer largement dans mes 2 derniers livres, le Conseil constitutionnel, à l'origine, devait servir dans l'esprit du général de Gaulle, de Michel Debré et de tous les autres, le Conseil devait servir à vérifier que la loi n'empiète pas sur le pouvoir de l'exécutif. En gros, que le gouvernement puisse agir sans que la loi n'empiète, n'intervienne de trop. Tout à fait. Il fallait stopper la loi tout-puissante. Et en fait, petit à petit, et je le raconte notamment dans mon bouquin sur le référendum, en 71, une décision a tout changé, une décision qui est un coup d'État, littéralement. Un coup d'État, c'est un coup d'État voulu pour des obscures relations purement politiques. C'est en fait un règlement compte politique lamentable qui va présider au fait que le Conseil constitutionnel va s'inventer des contre-pouvoirs, des pouvoirs, des capacités d'agir qu'il n'avait pas jusque-là. Ce qui veut dire que depuis 71 jusqu'en 2025, il y a une montée progressive des juges contre les politiques, mais à tous les niveaux. En France, en Europe, en droit international, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ce qui veut dire qu'au bout de l'affaire, en 2025, on s'est habitué à ce que la loi, en réalité, soit faite de façon presque fictionnelle, de façon un peu théorique, par le législateur, qui est quand même, je le rappelle, mandaté par les Français. Il confie mandat aux députés de faire la loi. C'est pas très compliqué à comprendre. Mais qu'ensuite, dans les alcôves, dans le petit cénacle du Conseil constitutionnel, des sages qui sont pour l'essentiel des hommes politiques dont plus personne ne veut, des retraités de la politique. Ce ne sont pas des juges, en plus. C'est pas la Cour suprême des États-Unis. Ah, mais vous savez ce que c'est ça, André Berkoff ? C'est peut-être le pire des scandales dans toute cette affaire à chaque fois. C'est-à-dire que on adore gueuler, je le dis comme c'est, on adore gueuler contre la Cour suprême américaine. Vous savez, on dit ce sont des juges conservateurs choisis par Trump, que c'est une cour politisée, que d'ici on a le verbe très haut pour contester l'autorité de la Cour suprême. Mais vous savez, la grande différence, c'est que la Cour suprême est composée de véritables juges. Absolument. Des gens qui ne masquent pas leur position politique, c'est vrai, mais qui font du droit. Nous, on a des gens comme Jacqueline Gouraud, je veux dire, dont on a même oublié l'existence, Laurent Fabius à l'époque, qui était quand même en pré-retraite ou voire en retraite de la politique, Alain Juppé, qui a été congédié de la politique quelque part, quand il a perdu la primaire face à Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, on a Richard Ferrand, qui n'a jamais été rien d'autre qu'un PS, dont tout le monde se foutait à l'époque de son passage au PS, devenu le majordome d'Emmanuel Macron. On vous entend mal là. Rapprochez-vous peut-être. On vous entend mal. Oui, allez-y, Guilhem. Oui, et je disais, ce sont ces quasi-retraités de la politique, dont Richard Ferrand, donc l'ancien majordome d'Emmanuel Macron, qui au PS, à l'époque, n'a même pas vraiment compté au PS. C'était pas un cadre du Cénacle. Ces gens-là aujourd'hui détricotent la loi sous couvert, je veux dire, de faire du droit. Et c'est bien ça le problème. C'est que le droit ou le pseudo-droit à la peau de plus en plus de la politique, et le Conseil constitutionnel se permet de marcher littéralement sur l'œuvre des parlementaires qui ont tellement intériorisé la chose qu'ils prennent des dispositions les moins violentes possibles ou les moins dures, parce qu'ils savent que derrière, elles vont être détricotées par le Conseil constitutionnel. C'est un sac de nœuds, et au fond, le vrai perdant, c'est la démocratie, donc le peuple français. Oui, mais Guilhem Benessas, tel que vous le dites, et ça me paraît tout à fait de bon sens, c'est un scandale d'État permanent. C'est je ne dirais pas un coup d'État permanent, comme disait l'ancien président de la République, mais un scandale permanent. Monsieur Berkoff, je me permets un tout petit détour pour qu'on comprenne bien. En 1980, un député gaulliste a proposé un amendement dans le cadre d'une discussion parlementaire, visant à enregistrer le fait que les juges ne sont pas faits pour devenir législateurs. Ça veut dire qu'il voulait clairement, au nom de la séparation des pouvoirs, s'assurer que les juges ne puissent pas faire la loi, une bonne fois pour toutes. L'amendement n'est pas passé, mais pourquoi est-ce que je dis ça ?
Parce qu'on ne se rend pas compte, on parle tout le temps de cette notion fabuleuse d'état de droit. Or, au fondement de l'état de droit, il y a la séparation des pouvoirs. Bien sûr. Lorsque Laurent Fabius ou Richard Ferrand et tous les autres disent « moi, j'interprète la loi quitte à la démonter, à la détruire, ou en tout cas à la vider de sa substance », à la déformer, ça veut dire que les juges font la loi à la place du législateur. C'est une rupture de ce qui s'appelle la séparation des pouvoirs, donc l'état de droit. Ce qui veut dire quand on dit tous les jours « vive l'état de droit », l'Europe nous dit tous les jours « vive l'état de droit », notamment, vous savez, pour peser sur les élections dans certains États en Europe, en disant on l'a vu. C'est moi qui fais la loi au nom de l'état de droit. On devrait peut-être se rendre compte que la France elle-même a un gros problème avec son état de droit et que précisément, nous aurions beaucoup à dire chez nous pour réformer notre état de droit qui fonctionne très mal avec cette espèce d'emprise permanente des juges sur la politique. Ghislain Benessa, il ne faudrait pas effectivement que l'état de droit devienne l'état de tordu. Merci à vous. Merci à vous. Sud Radio. Parlons